Bienvenue et merci de votre présence. Comme j'ai dit plus tôt, je m'appelle Cathy Wallner, je suis la gestionnaire pour les pays francophones au FP 2030. Avant de commencer, vous devrez voir une boîte questions-réponses où vous pouvez écrire vos questions et une fenêtre de discussion où vous pouvez envoyer des messages à tous les participants ou seulement aux organisateurs de ce webinaire si vous rencontrez le moindre problème technique pendant le webinaire. Si vous n'arrivez pas à nous joindre ou préférez nous envoyer un email, vous pouvez nous écrire à l'adresse info@familyplanning2020.org. Ce webinaire est enregistré et sera diffusé après la réunion. J'ai le plaisir de commencer par vous parler des actualités de notre partenariat. Nous avons publié notre 8e rapport annuel, FP 2020, le courbe de progrès, à la fin de janvier lors de notre événement virtuel. FP 2020 célébrer le progrès, se transformer pour l'avenir. Par ailleurs, comme l'année passée, nous avons publié un rapport numérique dont nous proposerons une version imprimée sous forme condensée dans les prochains mois. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Aujourd'hui, nous allons entendre Beth Schlachter, directrice exécutive du FP 2030, Cécile Aliou, responsable de l'équipe chargée des données au FP 2030, ainsi que Rudolf Chandler de Track 20. Alors, je laisse la parole à notre directrice exécutive, Beth Schlachter, qui va discuter les thèmes de ce rapport annuel. Beth, vous avez la parole. Merci Katie et bienvenue à tout le monde. Le webinaire aujourd'hui est l'occasion d'évoquer les thèmes du rapport de cette année, à savoir la courbe de progrès et les principaux événements de la période 2012 à 2020, mais aussi les principaux avancées réalisées en matière d'utilisation stratégique des données, de protection et d'exercice des droits de l'homme, de l'élargissement des méthodes utilisées, de renforcement des chaînes d'approvisionnement, d'amélioration de la prestation de services, de développement des meilleurs programmes, d'écoute des adolescents et des jeunes, ainsi que de la nécessité de ne laisser personne pour compte. Nous évoquerons aussi comment, en 2020, la communauté de la planification familiale a affronté sa plus grande menace à ce jour, à savoir la pandémie de COVID-19, et comment les partenaires du monde entier ont courageusement collaboré pour continuer à fournir des services de santé. Nous nous tournerons aussi vers FP 2030, à savoir un nouveau partenariat plus solide et plus inclusif concourt pour nous émaner jusqu'en 2030. Nous vous présenterons les informations tirées des dernières données disponibles. Nous étudierons l'impact de l'initiative FP 2020 sur les programmes de planification familiale fondés sur les droits. Enfin, nous parlerons des dernières tendances concernant le financement de la planification familiale et de la vision partagée de la communauté internationale de la PF pour l'année 2030 qui se fondait sur les avancées réalisées jusqu'au présent, mais aussi vise à concrétiser l'avenir que les femmes et les jeunes filles du monde entier souhaitent et méritent. Prochaine, s'il vous plaît. Depuis 2012, les actions du partenariat FP 2020 ont bénéficié à plus de 60 millions de femmes supplémentaires, dont 7 millions au cours de l'année passée seulement. Les bénéfices enregistrés en nombre d'utilisatrices supplémentaires depuis 2012 dépassent de près de 30% la tendance historique. L'utilisation de contraceptifs a un impact incroyable sur la vie des femmes et des jeunes filles. Suite à l'adoption de méthodes modernes en la matière, 121 millions de grossesses non désirées,
21 millions d'avortements non médicalisés et 125 000 décès maternels ont été évités au cours de l'année passée. En outre, nous avons obtenu d'autres prévus d'amélioration avec l'augmentation du nombre de méthodes de la disposition des femmes et des jeunes filles. Ces dernières sont plus susceptibles de pouvoir choisir la contraceptive qui répond le meilleur à leurs besoins. Les femmes et les jeunes filles bénéficient davantage d'options depuis l'accès à un plus vaste éventail de méthodes jusqu'à l'augmentation des possibilités d'autoprise en charge. En outre, nous constatons une augmentation des ressources financières disponibles pour la PF. Le rapport de cette année souligne le progrès des pays vis-à-vis de leurs engagements financiers. Il montre également que les bailleurs de fonds dédiés à la PF ont réalisé les dépenses les plus élevées depuis le lancement du partenariat FP 2020. Au cours de ce webinaire, mon collègue Cécile Alou du partenariat FP 2020 ainsi que Rudolf Chandler de Track 20 vont étudier plus en profondeur leurs principales informations tirées des sections de rapport consacrées à la mesure et les financer. Prochaine, s'il vous plaît. Les pays et partenaires de FP 2020 respectent leurs engagements, fournir plus de services, investir davantage de ressources, atteindre plus de femmes et de jeunes filles. Et nos collaborations avec le secteur du VIH-Sida, les partenaires humanitaires, le mouvement environnemental et la communauté de la santé maternelle sont en plein espoir. Nous avons fournir plusieurs publications cette année et vous pouvez les trouver sur notre site web. Et boîte à outils pour la santé sexuelle et reproductive intitulée « Prêt à savoir des vies », une boîte à outils de préparation pour les soins de santé sexuelle et reproductive dans les situations d'urgence et appel à l'action internationale dans les domaines de la lutte contre le VIH et la planification familiale fondée sur les droits. Prochaine, s'il vous plaît. L'émergence de la pandémie COVID-19 a représenté une menace immédiate pour nombre de bénéfices durement gagnés par la communauté de la PF. Néanmoins, cette dernière a réagi rapidement de manière globale. Les partenaires du monde entier, des plus grandes organisations multilatérales aux plus petites structures de base, ont uni leurs forces afin de protéger la PF en tant que service essentiel. Les réactions de FP 2020 étaient nombreuses et vous pouvez les trouver sur notre site web aussi. La prochaine, s'il vous plaît. À présent, le FP 2020 va se transformer en partenariat FP 2030 afin de stimuler les engagements internationaux envers la PF au cours de la prochaine décennie. Le partenariat 2030 se fondait sur les progrès et les leçons apprises de FP 2020. Depuis 2012, le paysage mondial de la FP a évolué de manière significative à inscrire des besoins, des engagements et des programmes de pays et des autres partenaires. Le partenariat 2030 est un collectif international de représentants des gouvernements, de la société civile, d'organisations multilatérales, de bailleurs de fonds, du secteur privé, de chercheurs, mais aussi de la communauté humanitaire et du développement. Ensemble, ils travaillent
à garantir à toutes les familles et les jeunes filles un avenir où elles ont la liberté et la capacité de mener vers des vies saines, de prendre leurs propres décisions informées concernant le recours à la contraception et la maternité, mais aussi de participer sur un pied d'égalité avec les hommes et la société à son développement. Prochaine, s'il vous plaît. Tout au long de l'année 2021, le FP 2020 se transformera en partenariat FP 2030 afin de stimuler les engagements internationaux envers l'APF au cours de la prochaine décennie. Le partenariat FP 2030 se fonde sur les progrès et les leçons apprises de FP 2020. Depuis 2012, le paysage mondial de l'APF a évolué de manière significative à inscrire des besoins, des engagements et des programmes de pays et des autres partenaires. Le partenariat FP 2030 est un collectif international, comme j'ai déjà dit. Ensemble, ils travaillent à garantir à toutes les familles et les jeunes filles un avenir où elles ont la liberté et la capacité de mener des vies saines. La prochaine, s'il vous plaît. Je voudrais maintenant vous présenter certaines des nouvelles caractéristiques du partenariat FP 2030. Prochaine sur portée. Depuis 2012, nous nous efforçons d'aider nos 69 pays ciblés à respecter leurs engagements en matière de PF. Désormais, nous adoptons un modèle plus inclusif en ouvrant le partenariat à tous les pays qui souhaitent participer. Les pays sont libres d'intégrer le partenariat. Ils sont encouragés à modeler leurs mécanismes de responsabilisation et leurs engagements avec l'aide des experts et des défenseurs locaux dont nombre d'entre vous font partie. Notre approche n'était pas universelle. Nous adopterons notre aide aux besoins de chaque pays. Aujourd'hui, 17 pays se tiennent prêts à prendre des engagements inédits en rejoignant notre nouveau partenariat dédié à l'APF. Nous espérons que de nombreux d'autres pays suivront cet exemple. Maintenant, sur la structure. Ce modèle sur mesure nécessitera davantage d'aide pratique pour créer des pôles régionaux. Ces pôles assumeront les fonctions autrefois remplies par notre équipe de Washington. Ainsi, de nouveaux interlocuteurs seront attribués à nos partenaires et pays dans le cadre de partenariat FP30. Ce changement générera également davantage d'opportunités de collaboration. Très prochainement, nous inviterons les organisations à se proposer pour héberger un pôle régional. Nous en donnerons la liste et présenterons un nouveau pôle central lors de la fin de cette année. En outre, nous annoncerons l'ouverture des candidatures au poste de directeur exécutif dont la mission consistera à superviser l'ensemble du partenariat. Prochaine, s'il vous plaît. Je voudrais maintenant vous présenter certaines des nouvelles, encore des nouvelles caractéristiques. Prochaine, s'il vous plaît.
Cette année, nous nous sommes tous efforcés d'améliorer l'expérience globale des utilisateurs et la navigation dans le rapport numérique en améliorant les interactifs à l'aide d'illustrations et en proposant de nouvelles ressources. Les principales fonctions préposées comprennent une chronologie interactive mettant en avant les principaux événements et progrès réalisés accompagnés de liens vers des vidéos et des sites intéressants. Une section spéciale dédiée à le COVID-19, une présentation des pages et une architecture actualisée qui mettent mieux en valeur nos partenaires et leurs contributions, des éléments inédits qui contextualisent le contenu et l'enrichissent, notamment des entiers avec nos principaux partenaires, et la possibilité de télécharger les illustrations et les tableaux d'estimation fournis, mais aussi de partager certains textes par email ou sur les médias sociaux. Nous espérons que vos recherches et votre navigation seront plus faciles grâce à ce nouveau site. À présent, je passe la parole à Cécile Alou et Rudolf Chandler qui vont vous présenter les grandes lignes et la section du rapport consacrée à la mesure. Merci. Cécile, à vous. Merci Beth. Bonjour, je m'appelle Cécile Alou et je suis responsable chargé de la gestion des données et de la performance au secrétariat de FP 2020. Je suis accompagné par Rudolf Chandler de Track20 et nous avons le plaisir de présenter aujourd'hui un aperçu du rapport de progrès. Nous avons beaucoup de points à aborder et nous souhaitons réserver un peu de temps aux questions. Par conséquent, je remercie simplement l'ensemble des partenaires qui ont contribué à l'élaboration du rapport de progrès et le suivi de la planification familiale. Le processus commence dans les centres de santé, passe par les pays qui analysent leurs données, pour finir par l'élaboration du présent rapport du progrès FP 2020. Nous remercions donc toutes les personnes qui ont participé à la surveillance des avancées réalisées en matière de la planification familiale. Prochaine diapo. Au début de l'année 2020, nous savions qu'il serait difficile de présenter un tableau complet des progrès réalisés au cours de 8 années du partenariat. En effet, les estimations des indicateurs figurant dans le rapport de chaque année sont largement basées sur les données collectées au cours des années précédentes. Un compte-rendu complet des progrès réalisés de 2012 à 2020 ne sera véritablement possible que quelques années après la fin du FP 2020. L'émergence de la COVID-19 au début de 2020 a encore mis en évidence les limites des données des indicateurs de base de cette année. Si nous sommes habitués aux données en temps réel de la COVID-19, nos indicateurs de base de la planification familiale ne traduisent pas encore l'impact de la pandémie. Étant donné ces limites, que nous révèle le rapport de progrès de cette année au sujet des avancées réalisées par le FP 2020? Le rapport nous fournit des informations concernant les estimations pour les indicateurs de base avant le début de la pandémie. Il met en lumière des aspects spécifiques des changements apportés depuis 2012. Les données relatives à l'impact de la COVID-19 sur la planification familiale resteront un aspect fondamental du travail de mesure au cours des prochaines années. Nous vous communiquerons les premières informations obtenues en la matière plus tard au cours de ce webinaire. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, pour rappel, le FP 2020 a mis en place un processus consultatif mené par des experts en mesure, appelé le groupe de suivi de la performance des résultats, qui a défini un cadre des résultats et un ensemble de mesures quantitatives, c'est-à-dire les 18 indicateurs de base, afin d'aider les pays et la communauté internationale à suivre les progrès réalisés chaque année dans différents domaines de la planification familiale. Au début du partenariat FP 2020,
un premier ensemble d'indicateurs a été choisi. Au fil du temps, plusieurs autres ont été identifiés et ajoutés. Le groupe de suivi de la performance et résultats est en train de mettre à jour ce cadre pour le partenariat FP 2030. Nombreux des indicateurs de base seront identiques ou similaires. Toutefois, ce cadre devrait continuer à évoluer. Prochaine diapo. Nous commençons par étudier nos progrès relatifs aux indicateurs de base au cours de l'année passée. Plus spécifiquement, ceux qui portent sur l'utilisation de la contraception moderne. Prochaine diapo. Cette graphique montre la progression du nombre total d'utilisatrices de contraceptifs modernes par année dans les 69 pays du FP 2020. Sur la gauche, nous constatons qu'en 2012, environ 260 millions de femmes utilisaient des méthodes modernes de contraception. Par la suite, ce nombre a augmenté chaque année. En 2020, nous avons estimé que 320 millions de femmes et de jeunes filles utilisaient les méthodes modernes de contraception. En comparant les chiffres de 2012 à ceux de 2020, nous constatons que nous avons atteint 60 millions d'utilisatrices supplémentaires, soit environ la moitié de l'objectif ambitieux fixé à 120 millions d'utilisatrices supplémentaires. Au cours de cette période, la population de femmes en âge de procréer a augmenté d'environ 15 millions chaque année. Pour tenir compte de cette croissance, encore plus de femmes et de jeunes filles ont besoin chaque année des services de contraception afin de conserver le taux de prévalence contraceptive. Cependant, dans la plupart des pays cibles de FP 2020, la prévalence contraceptive moderne chez toutes les femmes est en hausse. Cette hausse représente un facteur important à l'origine de l'augmentation du nombre d'utilisatrices supplémentaires. Prochaine diapo. Dans le cadre de leur engagement pris auprès de FP 2020, 45 pays se sont fixés comme objectif d'augmenter la prévalence contraceptive moderne. La prévalence contraceptive moderne indique le nombre de femmes en âge de procréer qui utilisent une méthode moderne. Ce graphique montre les moyennes régionales pondérées de l'évolution annuelle du taux de prévalence contraceptive moderne en points de pourcentage. La croissance annuelle moyenne pour tous les pays FP 2020 est représentée ici par la ligne bleue. Dans les pays FP 2020 d'Asie, les taux de prévalence contraceptive sont déjà plus élevés. Depuis 2012, ils ont augmenté de seulement 0,2 points de pourcentage par an. En parallèle, les pays africains ont commencé à un niveau inférieur d'utilisation de contraceptifs et le taux de prévalence contraceptive moderne dans les pays FP 2020 d'Afrique a évolué bien plus rapidement. En Afrique de l'Est et l'Austral, ce taux a augmenté de près de 1 point de pourcentage par an depuis 2012. La croissance a été presque aussi rapide en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, où le taux de prévalence contraceptive moderne était à un niveau inférieur. Prochaine diapo. Plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest présentent des taux de croissance annuels de la prévalence contraceptive moderne de plus de 1 point de pourcentage. Et si l'on exclut le Nigeria, le taux de croissance annuel moyen du PCM pour les autres pays de l'Afrique de l'Ouest est de 1 point de pourcentage par an. Prochaine diapo. En tant que région, l'Afrique centrale présente la troisième croissance annuelle en point de pourcentage la plus élevée pour la prévalence contraceptive moderne, soit 0,6 points de pourcentage par an. Étudions plus en détail les avancées réalisées par les régions et les pays en matière de prestation de services permettant d'augmenter le nombre de femmes et de jeunes filles utilisant la contraception moderne. En juillet 2020, le nombre d'utilisatrices des méthodes modernes de contraception en Afrique a augmenté de 66% depuis 2012. Donc, il est passé de 40 millions de femmes et de jeunes filles à plus de 66 millions.
Dans 13 pays, le nombre total d'utilisatrices de contraception moderne a doublé depuis 2012. Cette croissance était la plus marquée en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. 14 pays ont vu leur nombre d'utilisatrices supplémentaires de méthodes modernes de contraception augmenter de plus de 1 million depuis 2012. Ces hausses indiquent que les systèmes de santé et les prestataires de services font bien plus que suivre le rythme. Ils étendent leurs services. Mais malgré ces augmentations, il reste encore beaucoup à faire. Même avant le début de la pandémie, seulement 17 pays étaient sur le point de dépasser les ODD de référence, selon lesquels 75% des demandes en planification familiale doivent être satisfaites à l'aide d'une méthode moderne d'ici 2030. Je passe à présent la parole à mon collègue Rudolf Chandler du projet Track 20 chez Avenir Health, qui va vous présenter ce que nous savons sur nos progrès depuis le début du partenariat FP 2020. Merci Cécile et merci Beth de faire la première présentation. Donc nous allons continuer à vous montrer certains des changements qui ont eu lieu, des analyses additionnelles, en plus des indicateurs principaux que nous présentons dans le rapport dont nous sommes chargés de présenter, donc des analyses supplémentaires que nous avons à faire. Donc en plus de la présentation de ces progrès sur l'utilisation de la contraception, nous avons comparé les enquêtes et les données de modèles afin d'évaluer d'autres tendances entre 2012 et 2020. En particulier, nous avons posé les questions suivantes. Quels sont les sujets sur lesquels nous nous sommes penchés pour faire ces analyses supplémentaires? Les pays engagés auprès de FP 2020 ont-ils évolué plus rapidement que les autres qui ne se sont pas engagés? Les pays ont-ils atteint des taux de prévalence contraceptive moderne plus élevés que prévu, c'est-à-dire au début prévu en 2012? Et en quoi cette hausse était-elle inattendue? Le troisième point, le troisième sujet pour nous aussi a été le nombre de femmes qui ont eu recours à la planification familiale à un moment quelconque a-t-il augmenté, même si elles n'utilisent pas la contraception actuellement? Nous allons présenter ces analyses supplémentaires qui répondent à certaines de ces questions. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, changement annuel de la prévalence contraceptive moderne selon le PCM en 2012 en Afrique. Donc, parlons un petit peu de l'antécédent de tout ceci. La rapidité des pays à faire évoluer leur prévalence contraceptive moderne dépend de plusieurs facteurs, y compris le niveau d'utilisation actuel. Lorsque les pays atteignent des niveaux élevés de prévalence contraceptive moderne, la croissance ralentit en règle générale, car de nombreuses femmes utilisent déjà une contraception. Donc, c'est de plus en plus difficile de recruter et d'avoir des utilisatrices additionnelles. Ce diapo montre la croissance annuelle moyenne de la prévalence contraceptive moderne chez les femmes en âge de procréer entre 2012 et 2020 dans les pays d'Afrique, selon des niveaux différents de prévalence en se fondant sur la base de 2012. Afin de comparaison, les pays sont répartis en 3 catégories. Donc, vous avez les pays qui se sont engagés à FP 2020, qui sont en vert, la ligne verte que vous voyez dans les 5 cadres qu'il y a à l'intérieur, les pays non engagés de FP 2020 qui sont en violet et les pays non partenaires de FP 2020 qui sont en bleu. Les différences de croissance sont liées à l'emplacement des pays sur la courbe S. Les taux de croissance les plus élevés pour les pays dont la prévalence a commencé en 2012 se situent entre 10 et 40%, soit le milieu de la courbe S. Et les taux de croissance inférieurs concernent les pays présentant des niveaux plus faibles et élevés de prévalence. Donc, pour chaque niveau, il semble que quelqu'un ne voit pas le visuel, donc j'espère que ça marche pour le reste de ceux qui participent. Pour chaque niveau de PCM, de prévalence contraceptive moderne, donc il y a 5 cadres, pardon, il y a moins de 10%, il y a 10 à 20%, 20 à 30, 30 à 40 et plus de 40%. Le cercle représente dans chacune des couleurs le taux de croissance moyen et la ligne, l'éventail des taux de croissance pour l'ensemble des pays concernés.
Le pays indiqué au-dessus de la ligne verte est le pays engagé de FP2020 qui connaît la croissance la plus rapide au niveau concerné. Donc, si je devrais prendre, par exemple, le deuxième tableau avec de 10 à 20%, le Mozambique est le pays qui a eu le taux de croissance le plus élevé dans le groupe 10 à 20%. Dans le groupe 20 à 30%, on voit que c'est l'Ouganda qui est le pays qui a le taux de PCM assez élevé, et ainsi de suite. Donc, que nous montrent ces différents graphiques? La croissance moyenne de la prévalence contraceptive moderne dans les pays engagés d'FP20 en Afrique est plus rapide à tous les niveaux, sauf pour les niveaux correspondant aux pays avec plus de 40% de prévalence. Comme nous l'avions dit, une fois que les pays atteignent un certain niveau de prévalence, la croissance du PCM ralentit énormément. Donc, ceci reflète la réussite des pays africains au cours de ces 8 dernières années. Le nombre de pays engagés ont augmenté leur taux de prévalence contraceptive moderne et ont dépassé les résultats des pays qui ne se sont pas engagés. Certains pays, comme je l'ai mentionné, le Mozambique et le Malawi, ont fait beaucoup de progrès. Prochain diapo, s'il vous plaît. Donc, un autre aspect sur lequel nous nous sommes penchés aussi, c'est la probabilité de le PCM quand on regardait la base de 2012. Donc, et nous sommes penchés sur à définir si les pays avaient atteint des niveaux plus élevés de prévalence contraceptive moderne que prévu comparé à 2012. Et si oui, en quoi cette hausse était-elle inattendue? En étudiant le niveau de départ des pays et des données disponibles en 2012, leur tendance prévue est-elle susceptible de les avoir menés à la prévalence atteinte maintenant en 2020, ou plutôt l'année dernière? En quoi les estimations de prévalence pour 2020 sont fondées sur les estimations disponibles avant 2012 diffèrent-elles des estimations calculées à l'aide des informations actuelles? Les réponses à ces questions sont disponibles via l'outil d'estimation de la planification familiale que nous appelons FPT, qui fournit des probabilités. Au sein des pays engagés de FP2020, la probabilité d'atteindre la prévalence estimée pour 2020, fondée uniquement sur les tendances de croissance calculées à l'aide de données disponibles avant 2012, va de 0 à 89%. Une faible probabilité indique que l'utilisation des contraceptifs a évolué plus rapidement que les tendances prévues en 2012. Dans l'autre sens, une probabilité approchant 50% montre que l'utilisation des contraceptifs a continué à progresser selon une tendance similaire à celle prévue en 2012. Une probabilité élevée révèle une croissance de l'utilisation des contraceptifs à un rythme plus lent que celui prévu en 2012. Dans ce tableau, la première colonne estime l'estimation de la PCM en 2012 afin d'évaluer la progression du pays concerné en 8 ans. La deuxième colonne contient la prévalence chez les femmes mariées en 2020, estimée uniquement à l'aide de données d'enquête que nous avions jusqu'en juillet 2012. La troisième colonne représente la prévalence annuelle réelle calculée en 2020 à l'aide de toutes les données disponibles. Et finalement, la quatrième colonne comprend les probabilités d'atteindre la prévalence de 2020 étant donné les tendances de 2012 indiquées dans la deuxième colonne. Les 9 pays que vous voyez ici avaient seulement une chance sur 4, c'est-à-dire 27% de probabilité d'atteindre leur prévalence estimée pour 2020. Ces pays ont réussi à inverser la tendance et à accélérer la progression au-delà des prévisions. Parmi les pays à probabilité faible, parmi les 9 pays à probabilité faible, 6, soit le Mozambique, le Sénégal, le Sierra Leone, le Libéria, le Burkina et le Malawi, ont largement dépassé les attentes en enregistrant des augmentations de plus de 1 point de pourcentage par an, ce qui est assez significatif. Prochain diapo, s'il vous plaît. Le troisième sujet que nous utilisons comme essai et analyse supplémentaire est l'évolution dans l'utilisation ponctuelle et l'utilisation actuelle de la contraception. Donc, dans les pays où les intentions de fertilité restent élevées et où la planification familiale est principalement utilisée afin d'espacer les naissances,
L'étude du nombre de femmes en âge de procréer qui n'ont jamais eu recours à la contraception, en plus du nombre de femmes utilisant déjà les contraceptifs, fournit une image plus complète de l'utilisation de la planification familiale. Dans les pays à fertilité élevée, où les femmes ont principalement recours aux contraceptifs pour espacer les naissances dans le cadre de familles nombreuses, un pourcentage élevé de femmes ayant participé à une enquête vont temporairement arrêter d'utiliser les méthodes de contraception afin de tomber enceinte ou parce qu'elles sont enceintes. Les informations que nous avons suggèrent que davantage de femmes ont accès aux méthodes de leur choix et peuvent les utiliser, mais aussi qu'elles peuvent satisfaire leurs intentions de fertilité grâce à la contraception. En utilisant plus précisément les 7 pays à indice de synthétique de fécondité supérieur à 5, les évolutions chez les femmes ayant utilisé et ont eu recours à la contraception sont plus élevées que chez celles qui l'utilisent déjà, et ceci dans la plupart des pays. Le tableau indique les changements en point de pourcentage pour les femmes mariées et l'ensemble des femmes, c'est-à-dire femmes mariées et femmes qui ne sont pas en union. Il est particulièrement important de se pencher sur les pays où l'utilisation ponctuelle et l'utilisation actuelle augmentent, ce qui est manifeste dans tous les pays excepté le Nigeria. Des augmentations ont été enregistrées chez les femmes mariées et chez toutes les femmes. Toutefois, cette hausse est beaucoup plus importante chez les femmes mariées. La croissance de l'utilisation actuelle est principalement due à la planification familiale après l'accouchement, le postpartum. Merci. Et ceci, je te passe la parole. Merci, Rudolph. Maintenant, je vais parler un peu des changements observés depuis 2012 dans les domaines des méthodes utilisées et de l'équité. Prochaine diapo. L'indicateur de base 9 sur les méthodes modernes de contraception utilisées reflète l'effet cumulatif de tous les facteurs impliqués dans le choix d'une méthode de contraception de chaque femme. Cet indicateur évalue la répartition des utilisatrices de contraceptifs modernes en fonction de la méthode qu'elles utilisent. Ce graphique illustre la méthode la plus couramment utilisée dans chaque pays. Les couleurs représentent les différentes méthodes modernes. La stérilisation féminine, la DIU, l'implant, l'injectable, la pilule et le préservatif masculin. De nombreux pays ont défini des objectifs quant à l'étendue des méthodes disponibles pour les femmes. Donc, cet indicateur est une manière d'évaluer les progrès vers ces objectifs. Prochaine diapo. Ce graphique utilise les mêmes couleurs que le graphique précédent afin d'indiquer les évolutions dans les pays de la méthode la plus utilisée et de la deuxième méthode la plus souvent utilisée. Nombre de ces pays se sont principalement efforcés d'étendre la disponibilité d'un éventail de méthodes. Ces graphiques illustrent l'émergence des implants en jeunes, notamment. Avant 2012, les implants n'étaient pas utilisés souvent, et vous voyez ça dans la première et la troisième barre. Or, aujourd'hui, ils représentent la méthode la plus courante dans plusieurs pays. Vous voyez ça dans la deuxième barre. Et les implants sont la deuxième méthode la plus courante sur un plus grand nombre de territoires. Vous voyez ça dans la quatrième barre. Autre tendance émergente qui n'est toutefois pas représentée ici, la disponibilité des auto-injections et d'autres méthodes d'autoprise en charge constitue un autre choix privilégié. Prochaine diapo. Une question importante consiste à déterminer si l'objectif du EP 2020 d'atteindre 120 millions d'utilisatrices supplémentaires a accentué les inégalités ou a mené à une hiérarchisation afin d'atteindre plus facilement les populations. Pour y répondre, nous avons étudié des données indiquant une inégalité dans les bénéfices tirés de la contraception, notamment en fonction des groupes de richesse, des niveaux d'éducation, de l'âge, de la situation matrimoniale et du lieu de résidence en zone urbaine ou rurale. Ce graphique représente uniquement l'une de ces comparaisons, indiquant une évolution dans la prévalence contraceptive moderne
au sein des différents groupes de richesse entre deux enquêtes dans plusieurs pays. Dans chacun d'entre eux, la prévalence contraceptive dans les 5 groupes de richesse lors d'une enquête est illustrée sur la gauche et comparée avec celle pendant l'enquête suivante sur la droite. Prenons un pays comme exemple pour creuser cette question. Prochaine diapo. Ce graphique représente la situation au Sénégal. Nous constatons une augmentation de l'utilisation des contraceptifs au sein de tous les groupes de richesse entre l'EDS de 2012 et l'EDS de 2017, avec les augmentations les plus marquées chez les plus riches, ici en rose, puis les pauvres en bleu, et puis les plus pauvres en bleu et les pauvres en vert. Plus généralement, nos analyses mettent en évidence des bénéfices dans les groupes relativement défavorisés, y compris les femmes habitant en zone rurale, au niveau d'éducation le plus bas, et les plus pauvres. Donc, ceci, je crois que ceci me revient, n'est-ce pas? Merci. Oui. Donc, nous, de Track 20, nous allons continuer de mener des analyses supplémentaires afin de fournir davantage d'informations sur les tendances régionales et nationales. J'ai cru avoir une question dans le chat sur les tendances régionales, etc. Donc, nous sommes en train toujours de travailler sur ces aspects. Donc, nous allons intégrer l'analyse des évolutions de méthodes spécifiques afin de déterminer la mesure dans laquelle l'expansion des méthodes ou l'absence d'une telle tendance influe sur la croissance générale de PCM. Enfin, nous analyserons plus en détail les pays maintenant en croissance pendant plusieurs années afin de déterminer le rôle de différentes interventions. Donc, ce qu'on veut dire par là, c'est qu'il y a beaucoup plus d'informations à venir et l'un des appels que je vais faire aussi à l'assistance, c'est que notre site web et le site web de FP20 ont FP30 maintenant, ce qui devient difficile à dire. FP20 était beaucoup plus facile à dire avant. Il y a beaucoup d'informations qui sont déjà disséminées à travers nos sites web et nous vous recommandons de les consulter. Merci. Ceci, je crois que c'est à toi maintenant de reprendre. Merci. Donc, à la création du FP2020 en 2012, le partenariat a reconnu le besoin urgent d'un meilleur suivi des flux de ressources dans le secteur afin de pouvoir répondre à des questions fondamentales, notamment à quelle hauteur la planification familiale est-elle financée par le gouvernement? À quelle hauteur les donateurs internationaux contribuent-ils? Quel investissement représente la planification familiale au total en tenant compte des dépenses des ménages? Au fil du temps, nos données sur le financement de la planification familiale se sont grandement améliorées, alors que nous avons collaboré avec davantage de partenaires et mieux harmonisé nos efforts. Nous disposons maintenant de 8 années de données sur les tendances pour les bailleurs de fonds bilatéraux. Le processus de suivi des dépenses publiques nationales a été plus long à se mettre en place. Après plusieurs années de travail, et des mesures à grande échelle visant à développer les méthodologies requises pour recueillir, analyser et valider les données, le FP2020 a commencé à analyser les dépenses des gouvernements en planification familiale dans le rapport des progrès de 2018. Cette année, un nombre inédit de pays rédigent des rapports sur les dépenses nationales en planification familiale. En outre, les estimations des dépenses des ménages ont évolué au fil des ans et continue à s'affiner au fur et à mesure que les chercheurs se penchent sur les problèmes. À tous les niveaux, de meilleures données, y compris le nombre d'utilisatrices dans chaque pays, les méthodes contraceptives utilisées, les prix et les subventions du secteur privé, ainsi que la part financée par les dépenses gouvernementales, améliorent régulièrement la solidité des estimations. Prochaine diapo. Cette année, le rapport présente les résultats les plus récents obtenus dans le cadre de ces mesures avec une mise en garde. La comparaison avec les données de 2018 et 2019 ne reflète pas l'effet de la pandémie sur le financement de la planification familiale. Donc aujourd'hui, nous allons examiner le financement alloué par les gouvernements donateurs à la planification familiale,
les dépenses publiques nationales liées à la planification familiale et les estimations des dépenses totales liées à la PF dans les 69 pays du FP 2020. En 2019, le financement bilatéral de la planification familiale par le gouvernement donateur s'élevait à 1,5 milliard de dollars américains, ce qui correspond au décaissement de 2018. Le financement des gouvernements donateurs en matière de PF a augmenté de manière générale depuis le sommet de Londres, malgré l'observation des fluctuations au cours de cette période. En 2019, le financement était supérieur de plus de 400 millions de dollars américains au montant de 2012, qui était à 1,1 milliard de dollars américains. 5 des 10 donateurs présentés ont augmenté leur versement en dollars américains de 2018 à 2019. Ce sont l'Australie, le Canada, la Norvège, le Royaume-Uni et la Suède. Et l'autre moitié d'entre eux ont diminué les leurs. Ce sont l'Allemagne, le Danemark, les États-Unis, la France et les Pays-Bas. Ces tendances ont été les mêmes après ajustement suite à l'inflation et aux fluctuations des taux d'échange, sauf pour les Pays-Bas, dont la monnaie d'origine est restée inchangée. Les États-Unis étaient le plus grand donateur bilatéral en matière de la planification familiale en 2019, comme dans toutes les années précédentes. En 2019, représentait 39% du financement bilatéral total. Le Royaume-Uni était le deuxième plus grand donateur à 25%, suivi des Pays-Bas à 13%, la Suède à 7% et le Canada à 6%. Et je crois que c'est à vous maintenant, Rudolph. Vas-y. Je reviens maintenant, je vais présenter les dépenses publiques nationales qui sont les ressources domestiques mises par les gouvernements pour l'APF. Et cet indicateur, en fait, vraiment, pour être plus précis, ce ne sont pas les promesses, ce ne sont pas les budgets qui sont alloués à la planification familiale, mais les dépenses effectives qui ont été faites. Donc, c'est tout un processus d'estimation de ces dépenses à partir des données qui sont validées déjà par le gouvernement et faire des estimations qui sont spécifiquement pour l'APF. Et vous pouvez voir ici non seulement les montants par chaque pays, mais aussi l'année pour laquelle nous avons les informations. Comme vous pouvez voir, nous n'avons pas des informations pour certains pays qui sont nous avons des informations pour 2019, quelquefois pour 2017 et quelquefois pour 2018. Donc, et plusieurs sources de données. Donc, nous avons l'enquête NIDI, UNFPA, nous avons les comptes de santé de l'OMS et nous avons aussi ce que Track 20 nous faisons nous-mêmes quand nous n'avons pas les deux autres sources de données. Donc, je dois dire que pour l'année 2020, pour le rapport 2020, le nombre de pays pour lesquels des estimations sont disponibles augmente depuis plusieurs années. Si je m'appelle l'année dernière pour le rapport 2019, nous avions simplement 39 pays. Cette année, nous sommes vraiment contents de voir que nous avons 54 pays pour lesquels nous avons pu avoir des informations. Au total de ces estimations, ces 54 pays représentent 96% des utilisatrices des méthodes modernes dans les pays cibles de FP 2020 et vont plus de 300 millions de dollars en Inde et en Indonésie, n'est-ce pas, et à moins de 100 000 dollars dans 5 pays. Donc, pour certains pays, il y a beaucoup de dépenses. J'ai parlé de l'Inde et de l'Indonésie. On peut parler aussi des Philippines et du Pakistan, n'est-ce pas? Mais il y a certains pays pour lesquels, jusqu'à présent, les montants est toujours autour de 100 000 dollars. Et quand on parle de ces dépenses publiques nationales, on ne parle pas simplement des contraceptifs, mais toutes les dépenses courantes du gouvernement, c'est-à-dire une estimation du nombre pour les ressources humaines, une estimation des activités qui se font IEC, en supervision, en administration de programmes, ceux qui ne font pas les services eux-mêmes. Donc, ceci est tout un processus. Prochain diapo, s'il vous plaît. Donc, répartition des dépenses en planification dans les 69 pays de FP20 par source de financement. Qu'est-ce que nous avons ici? Nous voyons un total de 4,4 milliards de dollars qui ont été faits en 2020 et qui sont répartis en 3 groupes principaux. Nous avons les donateurs internationaux qui ont contribué à 48% de ces
4,4 milliards. Les gouvernements nationaux, ce que je vous ai montré dans le diapo précédent, qui ont contribué à 35%. Et finalement, les ménages qui ont contribué à 17%. Essayons d'expliquer rapidement pour les ménages ce que c'est. C'est pratiquement la participation de ce qu'ils paient au point de vue de prestation de services pour obtenir leurs services et les produits de PF familiaux. On sait que dans certains pays, il n'y a pas de fee for service, il n'y a pas de prélevé de coûts et de prix auprès des ménages, mais dans certains pays, ça existe toujours. Prochain diapo, s'il vous plaît. Cécile, je crois que ça te revient, celui-là. Merci. Donc, l'année dernière, alors que la COVID-19 commençait à se répandre aux 4 coins du globe, nos vies ont été bouleversées dans un nombre incalculable de domaines, à l'instar des composants de la planification familiale. Les secteurs de la fabrication des contraceptifs, des chaînes d'approvisionnement, des services de soins de santé et des systèmes de données ont tous dû relever des défis inédits. Les premières estimations des effets de la pandémie sur la planification familiale consistaient à annoncer des appels à l'action et à définir des scénarios très généraux qui ont été appliqués de manière cohérente dans tous les pays à revenus faibles et intermédiaires. Les scénarios à grande échelle et les mesures permettant de comprendre les effets spécifiques de la pandémie sont toujours en cours d'élaboration. Parmi les mesures que nous avons prises pour mieux comprendre la situation actuelle, nous avons rassemblé des organisations mesurant les effets de la pandémie sur la planification familiale et nous les avons aidés à travailler ensemble. Ce groupe avait pour objectif le développement d'une évaluation précoce des effets sur le système et la collecte des données, l'identification des manières dont les données provenant des systèmes de gestion des informations de santé, des gouvernements et du secteur privé, mais aussi d'autres informations peuvent être utilisées en tant que système d'alerte précoce concernant les effets sur les services, l'évaluation des effets sur les chaînes d'approvisionnement et l'harmonisation des modèles et des scénarios pour estimer les effets sur la PF. Les enquêtes nationales et infranationales ont été temporairement suspendues en 2020. Par conséquent, nous avons perdu l'une de nos ressources des mesures les plus importantes pour évaluer les nombreux résultats sanitaires, y compris le nombre de femmes ayant recours à la planification familiale. En l'absence de ces enquêtes, nous devrons utiliser de manière créative les différents types de données pour comprendre les effets de la COVID. Les premiers rapports sur les effets peuvent provenir d'importants prestataires du secteur privé disposant de leurs propres statistiques de services dans plusieurs pays. Ainsi, MSA et APPF ont publié des rapports dès avril 2020 étudiant les effets sur la prestation de leurs services. MSA a pu étudier son volume de services par rapport à ses prévisions pour les 2 premiers trimestres de 2020. Malgré des baisses globales du volume, les pays ont signalé des effets différents. Et comme le révèlent les données de MSI, l'impact de la COVID-19 sur l'accès des femmes aux services de santé reproductive n'était pas aussi grave qu'initialement prévu. Les pays asiatiques ont connu la plus importante baisse de prestations de services en raison des longs confinements appliqués et de la pénurie des stocks. En Afrique, où la plupart des confinements ont duré moins longtemps, une telle baisse a été moins marquée. Certains pays ont même remarqué une augmentation du nombre de clients car ils se sont efforcés avec l'aide du gouvernement de pallier les déficits des services. Lors de leur première étude de leur clientèle, ils ont identifié qu'ils atteignaient les adolescents car ces derniers représentaient toujours la même part de leur clientèle, et ce, malgré les baisses générales. L'IPPF a mené plusieurs enquêtes auprès d'associations membres et d'après les résultats obtenus après les premières perturbations, la plupart de ces associations ont repris la prestation d'un vaste éventail de services. Ils ont dû relever des défis inédits pour adapter leurs offres. Leurs principales inquiétudes concernaient les pénuries, le coût des équipements de protection individuelle
et d'adaptation des services, mais aussi leur solvabilité financière sur le long terme face à la hausse des coûts et à la diminution des revenus. Prochaine diapo. Malgré la suspension des enquêtes menées à grande échelle, la collecte des données ne s'est pas complètement arrêtée pendant la pandémie. Certains partenaires ont pu obtenir des informations dans différents domaines. Le PMA a adapté son questionnaire afin d'inclure des questions sur les effets de la COVID-19. En outre, des données relatives aux effets sur les ménages et les femmes étaient mises à disposition sur son site web. Et maintenant, je rends la parole à Rudolf qui parlera des données du secteur public. Merci, Cécile. Donc, ce que nous allons regarder ici, c'est pratiquement ce que nous avons appris l'année dernière avec la rupture des informations, comme disait Cécile tout à l'heure. Donc, les enquêtes nationales, les nombres de celles menées à une échelle inférieure ont été temporairement suspendus en 2020. Donc, par conséquent, nous avons perdu l'un de nos sources d'information les plus principales pour pouvoir vraiment faire une projection de comment utiliser ces données et d'avoir des informations pour les résultats de PF, y compris le nombre de femmes ayant recours à la planification familiale, qui est l'un des aspects les plus importants de ce type de données que nous avons. Donc, de quoi nous parlons ici? Les statistiques de services, c'est-à-dire les données sur le nombre et les types de services de santé fournis, sont disponibles dans tous les pays, même si la qualité varie de manière considérable. Pour l'APF, les pays recueillent 3 types de données principaux sur le volume de services fournis, à savoir le nombre d'utilisatrices, le nombre de consultations ou de visites et les produits distribués aux clients ou quelquefois les produits distribués entre établissements. Les données sont mises à disposition tous les mois et à différents niveaux du système de santé. Ces données ont permis d'identifier les tendances à court et à long terme quant à l'utilisation de la planification familiale. Cela peut aider aussi à estimer les effets de la pandémie sur l'utilisation de la planification familiale. Prochain diapo, s'il vous plaît. Donc, utilisation des statistiques de service, ce que nous appelons aussi quelquefois routine, les données de routine. CRAC 20 a créé un outil Excel permettant au pays d'examiner les tendances dans les statistiques de service. Les évolutions mensuelles ont été étudiées, mais comparées aux tendances avant la pandémie, c'est-à-dire comparé à 2019. Cela permet de tenir compte de l'éventuel caractère saisonnier des services de planification familiale. Et ces évolutions sont déterminées par méthode pour mettre en évidence celles changeant davantage comparées aux autres méthodes. Quels sont les points importants que nous devons faire ressortir? Seuls les services du secteur public sont présentés, ainsi que ceux du secteur privé qui sont quelquefois inclus dans les systèmes publics d'information de gestion de santé. L'étude d'autres données du secteur privé aidera à identifier les éventuels changements de sources chez les femmes. Donc, ce veut dire un système parallèle d'obtenir ces informations directement du secteur privé peut montrer aussi ce qu'il y a dans le système des ONG et des autres organisations qui font l'APF. En outre, le rapportage de données peut s'avérer limité pendant la pandémie. Il est important d'examiner le nombre de rapports rédigés et de communiquer avec le gouvernement à ce sujet. D'après nos résultats, les retards de données sont fréquents face à l'évolution permanente des informations. Et les méthodes utilisées sont aussi importantes. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc ici, nous avons, si vous rentrez dans le rapport de FP 2020 et pour l'année 2020, vous allez voir qu'il y a 3 pays pour lesquels nous parlons de l'étude COVID et des impacts de l'étude COVID. Ici, nous vous présentons le Cameroun, qui vous montre l'évolution en 2019 par mois de l'évolution de certains produits, et ensuite, à partir de janvier 2020, pour 2020 et au moment de la pandémie qui s'est vraiment accéléré, où des mesures ont été prises à partir de mars 2020. Qu'est-ce qu'on peut voir ici? Il y a une baisse retardée pour toutes les méthodes et des niveaux inférieurs d'utilisation conservée jusqu'à augmentation constatée jusqu'au mois de décembre. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici, par exemple? Pour les préservatifs, il y a eu une chute verte, il y a eu une montée un peu bizarre en avril 2020,
Et depuis avril 2020, ça a chuté énormément en juillet, mais quand même, on a remarqué une certaine amélioration. Pour le Depo-Provera, qui est la ligne en jaune, etc., aussi, il y a eu une chute, mais on voit qu'à partir du mois d'octobre, il y a quand même une reprise des activités. Donc, c'est le genre d'études que nous faisons, que nous n'avons malheureusement pas pour tous les pays à cause du retard dans les données. Je peux vous parler spécifiquement de 2 observations que nous avons faites préliminairement sans avoir regardé toutes les études en profondeur. C'est pour le Togo et la Côte d'Ivoire. Nous avons remarqué qu'au niveau régional, voilà ce qui s'est passé. Dans les 2 pays où il y a eu un confinement assez fort dans les capitales, mais plus relâché dans les pays, il y a eu des chutes vertigineuses au niveau d'Abidjan et au niveau de Togo, de Lomé, pardon. Mais dans le reste du pays, après des chutes initiales assez prononcées après mars, les choses ont presque repris, presque à la normale. Nous sommes toujours en train de regarder ces informations. Nous ne les avons pas publiées dans le rapport cette année, mais elles seront bientôt disponibles sur notre site web. Et je crois que je vais m'arrêter ici. Et quelles sont les leçons apprises dans tout ceci? Donc, pardon. Les données que nous avons montrées, les données simplement sur le Cameroun maintenant, montrent différents schémas concernant les effets de services de planification familiale et leur reprise. Ces différences soulignent la nécessité d'estimer les effets à l'échelle des pays. Nos principales suppositions sur les comportements des personnes souhaitant bénéficier de soins seront susceptibles d'engendrer une surestimation ou une sous-estimation des évolutions en matière d'utilisation de contraceptifs. Les gouvernements ont réagi de manière différente quant à la durée et la sévérité des confinements, aux restrictions des divers types de prestations de services et aux problèmes liés aux chaînes d'approvisionnement. Donc, l'apprentissage est toujours provisoire. Nous restons à apprendre sur l'effet de l'impact de la pandémie. Merci. Prochain diapo. Donc, maintenant, nous sommes à la partie questions et réponses. Et je crois que pour l'organisation de ceci, nous sommes là. Je sais qu'il y a eu beaucoup de questions. Et nous allons essayer de les répondre. Merci, Rudolph. Une première question. Le mix de la RDC de 2017-2018 indiquait un PCM de 18% pour la RDC. Avec cette estimation, peut-on dire que la RDC pourrait atteindre le PCM estimé pour 2020 de 19%? Je devrais regarder les données elles-mêmes de la RDC. Je suis presque certain que ce mix a été inclus dans notre outil d'estimation qui est en reprise pour vous. L'outil d'estimation, le FPET dont nous avons parlé, l'estimation de planification familiale, prend les données d'enquête, prend les données toutes les données d'enquête, qu'elles soient anciennes, nouvelles, etc. Et en plus, si les données de routine sont suffisamment fiables et de suffisamment de bonne qualité, on les inclut aussi dans ceci. Donc, je crois qu'il est fort probable que pour la RDC, qu'on arrive aux 19% dont vous parlez ici. Okay? Une deuxième question, où se place Madagascar dans cette étude de probabilité d'évolution de PCM et de l'utilisation de la contraception actuelle? On devrait regarder ceci séparément et vous répondre sur ceci. En fait, Rudolph, Emily, elle a répondu à ces questions dans notre chat, oui. OK, merci. Et je peux aider avec la discussion et les questions-réponses. Comme Rudolph a dit, nous avons du temps pour les questions et la discussion. Donc, si vous avez des questions sur les présentations, n'hésitez pas de les taper dans la boîte de questions-réponses. Et aussi, n'oubliez pas que nous partagerons la présentation et l'enregistrement après ce webinaire. Les questions sur la RDC, je crois que Emily, elle a dit l'enquête mixte entre 2017 et 2018 fait état d'une très forte utilisation de la MAMA comme méthode. D'après les autres données disponibles, l'utilisation de la MAMA semble élevée. Cela le rend plus difficile à interpréter.
Et nous avons vu quelques autres questions dans le boîte chat et la boîte questions-réponses. Notre prochaine question est pour Cécile de Mohamed Sangare. Avons-nous une tendance sur l'équité sur tous les pays du PO, du partenariat Ouagadougou? Merci, Cathy. Malheureusement, on a pu faire cette analyse pour 11 pays parce que pour faire l'analyse, il faut qu'il y ait 2 enquêtes comparables dans la période entre 2012 et 2020. Et ce n'est pas le cas que pour 11 pays, dont le Sénégal. Donc, le Sénégal est le seul pays du PO pour lequel on a fait l'analyse sur l'équité. Mais je pense que dans les années à venir, on pourra étendre l'analyse aux autres pays du PO lorsqu'il y aura une deuxième enquête faite dans ces pays. Donc, pour l'instant, ce n'est que pour le Sénégal, mais nous pourrons le faire pour d'autres pays quand il y aura plus de données. Merci, Cécile. Et la prochaine question est pour Cécile encore. De Imuru Hassan Aoudou. La présentation a fait ressortir une atteinte des objectifs de FP 2020 à 50% sur la 120 millions. Pourriez-vous partager avec les contraintes et quelques pratiques prometteuses? Merci. Donc, c'est une question assez compliquée. Je ne pense pas que je pourrais complètement répondre pendant ce webinaire. Ce que je pourrais dire, c'est que il s'agit principalement de la carbonesse et du potentiel de la croissance du taux de prévalence contraceptive moderne, parce que, comme Rudolph a expliqué, quand les pays ont atteint un certain niveau du PCM assez élevé, il est très difficile d'avoir une croissance rapide. Et c'est seulement une partie des pays FP20 qui se situent dans la partie de la carbonesse où la croissance rapide est possible. Donc, c'est pour ça que les taux de croissance qu'on a observés n'ont pas été aussi élevés pour nous permettre d'atteindre les 120 millions d'utilisatrices supplémentaires. L'autre chose qu'il faut tenir en compte, c'est que la croissance et donc les utilisatrices supplémentaires, les tendances ont été très différentes dans les différentes régions. Donc, si vous regardez le cas de l'Afrique, les pays ont eu de croissance assez élevée, même au-delà de ce que nous attendions, comme Rudolph a expliqué avec le tableau. Donc, vraiment, l'objectif de 120 millions, c'était fixé pour l'ensemble du partenariat, mais quand vous allez analyser les progrès, il faut les faire au niveau régional et mieux, et même au-delà de ça, il faut le faire pour chaque pays parce que selon les pays, vous aurez des différents niveaux des progrès. Merci beaucoup. C'était une question difficile et je crois que vous avez répondu. La prochaine question est pour Rudolph, de le même participant. Les ménages ont contribué à 17% des financements. Y a-t-il un seuil visé sur la contribution des ménages? Si oui, quel est le pourcentage de contribution attendu des ménages? Je ne pense pas qu'il y ait un barème ou, comment dire ça, un niveau, disons, idéal qui a été étudié. Je sais qu'au niveau du système de santé, si je me rappelle bien, l'OMS présage qu'au-delà de 10%, ce sont des fardeaux additionnels aux ménages pour l'obtention de services. Et on parle ici de tous les services de santé.
Pour les PEF, ce qu'on sait, c'est que dans la plupart des pays, n'est-ce pas, et on devrait regarder quels sont les pays pour lesquels il y a de fortes impositions ou une grande participation des ménages. Il y a beaucoup de pays pour lesquels les produits de PF sont gratuits. Mais quand on parle gratuit, ici, ce dont parlait ce que j'ai eu à dire, c'est ce que paient les ménages officiellement pour obtenir leurs services ou leurs produits. Nous n'avons pas encore un système d'information pour voir ce qui est payé, ce qui n'est pas officiel et qui est payé, ce qu'on appelle sous la table. Donc, c'est une question un peu difficile. Donc, la première réponse, c'est que je ne pense pas qu'il y ait un barème. Je me réfère au niveau de l'OMS pour tous les autres services de santé, et on parle à peu près au-delà de 10%. L'OMS pense que c'est assez... que c'est une imposition aux ménages qui empêche et qui freine l'utilisation de services de santé. Merci. Merci, Rudolph. La prochaine question est pour Cécile de Marie-Yvette Ribara. Est-ce que dans vos analyses sur l'impact de la COVID-19, vous vous référez au confinement ou à la déclaration de l'épidémie dans un pays donné? Merci pour la question. Je crois que nous nous sommes référés au confinement parce que c'est à partir de la mise en place du confinement qu'il y aura des effets sur la prestation des services. Et bon, je pense que dans la plupart des cas, l'annoncement de l'épidémie précède les confinements et comme on a dit, des mesures prises pour le confinement n'étaient pas les mêmes dans les différents pays. Donc, c'est pour ça qu'il y a aussi des effets différents observés. Merci, Cécile. La prochaine question est pour Rudolph de Mohamed Sangare. Dans les dépenses du gouvernement, quelle est part la plus importante de ces budgets? Autrement dit, entre les services, la demande, la gestion des programmes, y compris la supervision, quelle partie occupe la première place, deuxième place, troisième place? Donc, c'est une question sur la classification et l'importance des dépenses des gouvernements. Je crois que ma première réponse est que peut-être que je devrais engager Mohamed à peut-être nous permettre certaines analyses. Merci, c'est une très bonne question. Comme vous savez, c'est l'un des sujets sur lesquels je passe beaucoup de mon temps. C'est obtenir les informations des différents pays. Je vous ai parlé des 3 sources de données que nous avons et avoir ces informations. Première partie de la réponse, ça va dépendre des pays. En général, j'ai parlé de la constitution de ces dépenses. Pratiquement, ce sont les dépenses courantes. J'ai failli dire dépenses récurrentes, mais ce sont les dépenses courantes qui sont un composite de ressources humaines, produits contraceptifs, gestion de programmes, IEC, création de la demande, supervision, formation, etc. Ça dépend des différents pays. En général, je dirais que dans la plupart des pays, c'est l'estimation de la part des ressources humaines qui vont vers l'APF qui est la catégorie la plus importante, etc. Mais ça dépend des pays, ça dépend de comment ils sont constitués, ça dépend aussi du niveau de salaire qui sont payés dans le secteur public. Donc, il n'y a pas une image, je dirais, une catégorisation type de ceci. La deuxième partie de la réponse, c'est que sur notre site web Attract20, nous avons du point de vue de ce que nous appelons nos REDES PF, qui est le ressources et développement PF que nous faisons, qui est basé sur le système REDE pour le SIDA, où nous avons tous les rapports qui montrent tous les détails de où sont dépensés, où sont vraiment dépensées ces dépenses. Donc là, vous aurez par pays, pour les pays pour lesquels nous avons fait cette information, vous avez cette information. Pour les sources telles que NIDI, UNFPA, dans vos pays spécifiquement, vous avez le rapport qui est présenté par le consultant
qui vous donne aussi toutes ces informations, les détails de ces informations, de ces dépenses-là. Et finalement, pour l'OMS, je crois que c'est la partie peut-être la plus forte de détail de ces informations. Nous n'avons pas l'information de comment la catégorisation de ces informations par les différentes catégories que j'ai parlé. Nous n'avons tout simplement que le montant total, mais c'est ce qu'il y a de disponible pour le pays. Merci, Si vous Rudolph. voulez qu'on continue l'information, on peut continuer l'information en dehors de ce chat pour avoir peut-être plus d'informations. Merci beaucoup, Rudolph. La prochaine question est pour Cécile. Omar Touré a posé la question le self-care ou bien l'autoprise de soins et le COVID-19 ont-ils été analysés dans ce rapport annuel? Bon, on n'a pas analysé l'autoprise en charge, le self-care directement dans notre analyse pour la COVID-19, mais c'est une des sujets dans la groupe qu'on rassemble, dont il est concerné. Donc, on va regarder de près les données sur les méthodes utilisées pour voir s'il y a des tendances vers ces méthodes de self-care, vu des contraintes des confinements dans plusieurs pays. On est toujours en train de collecter ces données. C'est un peu compliqué parce que les systèmes sont bon, il y a des défis avec l'enregistrement et le rapportage des données, mais c'est certainement une des questions qu'on se pose pour voir si les méthodes utilisées vont changer vu les contraintes imposées par la pandémie. Merci, Cécile. Nous avons une question sur FP 2030, peut-être pour Cécile et Beth. Les objectifs de FP 2030 sont-ils déjà fixés? Si oui, quels sont les objectifs pour les pays du partenariat Ouagadougou? Kitty, je crois que vous pouvez Oui. Donc, les objectifs d'FP 2030, je crois que Beth, elle a présenté quelques pensées et points sur le parti global, mais on est en train de collaborer avec nos partenaires dans tous les pays preneurs d'engagement au partenariat FP 2020. Il inclut les pays du partenariat de Ouagadougou. Et je sais que le partenariat de Ouagadougou a ces objectifs dans le partenariat. Peut-être les décideurs au pays du partenariat de Ouagadougou vont choisir d'inclure ces objectifs dans les engagements au FP 2030, mais ça déroule au moment et on est en train de finaliser, on est en train de créer les engagements et fixer les objectifs. Mais je crois que Beth ou Cécile peut répondre peut discuter le cadre de mesures et si on peut élaborer un peu sur les objectifs dans le cadre de mesures de FP 2030. Merci, Cathy. Donc, pour ce qui est des objectifs pour FP 2030, ce que nous souhaitons, c'est que ces objectifs soient basés sur les données, sur les progrès déjà réalisés. Donc, nous pensons qu'il est important déjà de savoir où vous en êtes par rapport à votre programme et vos indicateurs nationaux avant de fixer des objectifs à l'horizon 2030. Donc, nous vous encourageons d'être en contact avec vos responsables de suivi et évaluation de Track 20
les M&E officers parce qu'ils connaissent bien les données et en fait, c'est leur rôle de vous aider à bien fixer des objectifs qui sont réalistes, mais aussi ambitieux. Et nous allons travailler ensemble dans les mois à venir pour vous fournir les données pour que vous sachiez quelle est la situation dans votre pays. Certes, le rapport de progrès annuel vous offre quelques informations, mais il faut vraiment une analyse plus approfondie de vos données, des enquêtes, mais aussi de vos systèmes de gestion de l'information de la santé. Merci, Cécile. Beth, avez-vous quelque chose à ajouter? Non, merci, Katie. Merci. La prochaine question de Khalil Sanago, et je crois que cette question est pour tout le monde. Comment se fera le suivi FP 2030? Est-ce que toujours Track 20 qui le fera ou bien les autres partenaires? Je pense que je pourrais répondre à ça. Donc, comme j'ai mentionné, on est en train de mettre à jour le cadre de résultats, les indicateurs que nous suivons pour le partenariat. Donc, il y aura des changements de ce côté, mais pour ce qui est du processus de la collecte et de l'analyse de données au niveau des pays, il n'y aura pas de changement. Donc, c'est toujours le Track 20 et les responsables suivi évaluation qui seront chargés d'aider les gouvernements et les pays à mesurer et à suivre leur propre progrès. Donc, le processus au niveau des pays ne va pas changer. Les changements seront plutôt au niveau du partenariat global, au niveau des indicateurs qu'on suit pour l'ensemble des pays. Mais au niveau des pays même, le processus va rester plutôt le même. Merci beaucoup, Cécile. Et je ne vois pas les autres questions dans la boîte chat ou la boîte de questions-réponses. Je crois que nous avons touché à toutes les questions. Si vous avez des autres questions qui restent, vous pouvez toujours nous contacter à info@familyplanning2020.org et nous sommes toujours là pour continuer la discussion. Je tiens à remercier chacun de nos intervenants et tous nos participants d'écouter le webinaire et poser des questions. Et je vous souhaite une bonne journée et restez en bonne santé et sécurité. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Merci. Merci. Merci.